Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor. Les récoltes accrues s'emmagasinent dans ces silos, magnifique réalisation qui illustre la vitalité de notre agriculture sur la voie de l'industrialisation. D'une manière générale, la modernisation agricole est en partie liée aux efforts d'innovation, de recherche qui ont pu avoir lieu pendant les Premières et les Secondes Guerres mondiales. Il se trouve que dans les deux cas, il y a des industries qui ont été mises au service de l'armement, au service de la guerre, et ces industries ont produit des technologies, par exemple des machines, comme des tanks, dont il a fallu trouver des débouchés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des travaux d'historiens qui montrent le lien entre la modernisation agricole et le recyclage en fait, de tout un ensemble de technologies qui se sont développées dont l'utilisation s'est intensifiée pendant les Premières et Deuxième Guerres mondiales. Après, il ne faut pas non plus penser qu'il n'y aurait pas eu de pesticides s'il n'y avait pas eu de guerre. En fait, c'est simplement des moments d'accélérateur, d'innovation, de tendances industrielles qui sont déjà en cours avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais effectivement, que ce soit sur les fertilisants, sur le machinisme ou sur les pesticides, donc les herbicides, les insecticides ou les fongicides, il y a eu un recyclage de technologies qui se sont développées pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a cherché de nouveaux débouchés et l'agriculture était un espace où on pouvait vendre ces technologies et donc faire des retours sur investissement quelque part. On savait que ça tuait les bêtes, que c'était nocif, il ne fallait pas quand même le boire ou le toucher, mais sans plus, quoi, sans plus. Puisque nous, à l'époque, on avait même, on faisait venir les enfants, hein, vous voyez, les vignes, elles sont grandes. Et quand on faisait les premiers traitements pour économiser aussi des produits, ben on était à 5. Les 3 enfants, nous 2, et chacun une lance. Et quand les vignes elles sont toutes petites, c'est coupé, ça fait juste un petit bourgeon. Et on mouillait les feuilles, voilà. Mais quand vous mouillez les feuilles, vous mouillez les pieds, vous mouillez des fois les mains, voilà. Mais on ne savait pas parce qu'autrement on n'aurait jamais amené les enfants à la vigne. C'était une manière de leur faire comprendre ce que c'était que le travail. Ils avaient droit à leurs pièces à la fin parce qu'ils avaient travaillé. Mais bon, à refaire, on ne le ferait plus, quoi. J'ai passé des produits phyto qui sont classés cancérigènes, qui ont été retirés du marché. Et si je fais le cumul de tout ça, donc de 1999 où j'ai commencé naïvement, voilà, ah oui d'accord on va faire ça, on va passer à la pompe à dos, on va passer des produits, où j'ai passé des désherbants, où j'ai passé des insecticides, où j'ai passé des fongicides, où j'ai passé des cocktails de tout ça. Parce que quand on va traiter, hein, on met dans la cuve, on dit on va pas passer 10 fois dans la vigne. Hein. Moi-même, je me suis retrouvée voilà, dans une vigne, le flexible qui casse, le produit qui commence à couler partout, ben, ça coûte de l'argent, c'est vrai qu'on y va avec les mains, on essaie, on prend un truc, voilà, et puis on en a plein partout. Combien, enfin, ça je pense que c'est des choses que tout le monde peut raconter. On est avec le pulvé, voilà, il y a une buse qui se bloque, on sort, on dévisse, on essaie on a un petit robinet avec de l'eau, heureusement. Heureusement, mais bon, ça sert plus au pulvérisateur que pour nous laver nous. Hein. Le soir, moi, combien de fois, quand je rentrais de la ville, je croisais ma mère, elle me disait « Ah, tu sens les produits ?» Ils ne savaient pas
ce qu'allait produire cette toxicité à terme. Parce que le problème de cette toxicité, c'est qu'elle est insidieuse, elle est latente, elle fait des dégâts dans l'ombre, on n'a pas de symptômes, si vous voulez. Cette maladie-là, elle est sournoise. Il savait qu'il y avait un danger parce qu'il s'est accroché plus d'une fois avec son directeur en disant qu'il voulait pas, il y a une fois, il voulait pas toucher un certain produit parce qu'il avait vu la fiche de sécurité et son directeur il avait répondu, on est tous amenés à... Il faut savoir prendre des risques, il y avait dit. Dans mes collègues, il y a eu, on est deux, trois même à avoir attrapé Parkinson. Un qui habite à Toulouse aussi. Et un autre que j'ai appris qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est Parkinson aussi. 3. Après, il y a eu des cancers quand même, il y a eu pas mal de cancers. Hein. Des cancers, il y en a eu au moins 4. Je veux dire, aujourd'hui, je vois très peu de collègues avec l'équipement au complet en train de travailler. Je veux dire, la plupart prennent des gants. Quoi. Hein, mais autrement, c'est tout. Hein. Après, je ne suis pas avec tous mes collègues quand ils sont en train de faire les mélanges. Hein. Je ne veux pas non plus... mais non, la plupart, ils prennent les gants et puis c'est tout. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le lien n'est pas vraiment établi entre les maladies et les produits. Dans la tête des agriculteurs, je parle. Ouais. En fait, le tournant, c'est vraiment l'arrivée des données issues des études épidémiologiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le savoir de référence sur pesticides et effets sur la santé, c'était la toxicologie. Donc ça veut dire, je regarde en laboratoire sur le rat et la souris et j'essaye à partir de là d'extrapoler ce qui pourrait bien arriver aux populations exposées. Et évidemment, la plus exposée d'entre elles, c'est les agriculteurs. Mais c'est pareil pour les riverains, les consommateurs et les résidus de pesticides sur les fruits et les légumes. Et c'est à partir du moment où les épidémiologistes s'intéressent à ce sujet, dans les années 80 aux États-Unis, 90 en France, qu'arrivent donc ces données qui montrent qu'il y a bien une élévation du niveau de risque d'avoir des pathologies chroniques en lien avec l'exposition aux pesticides, en tout cas au moins l'exposition professionnelle. Et ça, c'est vraiment le tournant. C'est-à-dire que là, d'un coup, au ministère de l'Agriculture, à la Mutualité sociale agricole, on prend conscience qu'il y a un problème et que en fait, les choses telles qu'elles vont, le business as usual ne suffit pas pour garantir le contrôle des pesticides. Le problème, c'est que le vigneron, la personne qui a acheté ces produits, on lui dit du jour au lendemain, voilà, vos produits ne servent plus, jetez-les, enfin pas jetez-les, puisqu'il y a des services qui récupèrent les produits phytosanitaires, on ne les jette pas dans la nature. Mais la problématique est que ces personnes ont investi de l'argent et on leur dit, ben voilà, vous n'allez plus vous en servir. Donc en discutant de ce problème avec certains vignerons, oui, j'ai eu des retours comme quoi non, ils n'allaient pas le jeter puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'année d'avant le produit était autorisé. Et là, on leur dit, ben voilà, vous avez acheté des produits, vous avez investi de l'argent, vous avez investi du temps, et ben c'est fini. Alors le risque pesticide, oui, on peut dire qu'il existe toujours aujourd'hui, et même que la réglementation s'en accommode largement. On va détailler. Pour une première catégorie de produits qui sont les CMR. Les CMR, ce sont des produits estampillés cancérigènes, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner un cancer, mutagènes, susceptibles d'entraîner des mutations, qui sont une étape de la cancérogénèse, et reprotoxiques. Reprotoxiques, ça veut dire soit susceptibles d'entraîner des malformations chez le fœtus, soit susceptibles d'entraîner des troubles de la fertilité. Donc, des produits CMR, vous pourriez avoir l'impression que si on les a repérés comme CMR, on les a retirés du marché. Pas du tout, pas du tout. Dans la réglementation européenne, on n'élimine du marché que les CMR certains, c'est-à-dire ceux sur lesquels le niveau de preuve scientifique est béton. Et ceux pour lesquels on a des suspicions plus ou moins fortes, les CMR 2, restent sur le marché et les professionnels sont exposés aux CMR 2. Il y a une deuxième catégorie de produits qui sont les perturbateurs endocriniens. Là, j'allais dire, c'est à peu près le même cinéma, c'est presque pire. Les perturbateurs endocriniens, jusqu'en 2018, n'étaient pas reconnus du tout par la réglementation européenne. Enfin, ils étaient reconnus virtuellement, il fallait absolument les éliminer, mais on n'en avait pas fait la définition. Donc, juste définition à partir de 2018, nouveaux règlements, nouveaux critères. Et là, on retombe à peu près sur le même cas de figure. Perturbateurs endocriniens certains
Pour l'instant, chez les pesticides, on n'en a pas trouvé un. Hein. Certains, on les élimine et les autres, on ne les considère même pas. Efficacité du règlement en 2 ans, 2 ans et demi d'utilisation, 0 pesticide PE identifié. Donc il va falloir revoir ça. Troisième catégorie, les neurotoxiques. On a dit que le Parkinson était une maladie reconnue chez les agriculteurs, donc tout le monde est d'accord. Sauf que la catégorie des neurotoxiques, ça n'existe pas dans la réglementation. Donc vous allez étudier les effets neurotoxiques, mais il n'y a pas de catégorie permettant de montrer la porte à des produits qui seraient repérés comme neurotoxiques. Et puis on pourrait citer d'autres exemples. Un exemple qui a fait un peu parler de lui dans l'actualité agricole, qui est celui des inhibiteurs de la SDH, autrement appelés les SDHI. Alors ça c'est très technique, mais ce sont des produits fongicides qui sont utilisés donc sur les champignons et qui agissent sur un petit organite qui s'appelle la mitochondrie par des mécanismes qui nous sont communs aux champignons et à nous, les humains. Ça, ce sont des données assez récentes d'un point de vue scientifique. Ce qu'on ne sait pas, c'est si cette action sur la mitochondrie chez l'homme va entraîner des pathologies dans un temps plus ou moins lointain. Ça, on ne le sait pas. On sait que ça existe, mais on ne sait pas montrer ce lien encore. Donc la question qui est toujours derrière, c'est quand vous avez des produits dont vous savez que, soit par leur action cancérigène, soit par leur action neurotoxique, ou perturbateur endocrinien, ou d'action comme ça sur des processus extrêmement importants, la respiration cellulaire, si elle déconne chez nous, nos fonctions vitales sont quand même mises en danger. Eh bien, quand vous avez des produits dont vous suspectez cette action-là, pour l'instant, on ne les retire pas du marché. Ils sont là. Et on attend que les études se fassent sur 20-30 ans pour pouvoir dire, pour pouvoir compter les victimes en quelque sorte, qui permettront peut-être d'exclure des produits qui auront fait leur carrière commerciale au bout de 30 ans. Donc ça, ce système, il est pervers. Est-ce que je portais des protections? Oui et non. Au tout début, non. Vraiment pas du tout. J'ai passé des produits très dangereux à la pompe à dos sans aucune protection. J'avais même du produit qui me coulait dans le dos. Bon, ça rafraîchit, mais ça me fait rire maintenant, mais quand j'y repense, c'était de l'inconscience. Je me dis comment c'est possible. Non, après, j'ai eu des protections quelques fois au fur et à mesure, et puis ça dépend de l'endroit où on travaille, ça dépend du vigneron, ça dépend des équipements qu'il a lui aussi, parce que c'est assez onéreux. Hein. Il faut avoir un tracteur avec cabine, il y a des vignerons qui n'ont pas de tracteur avec cabine et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un tracteur avec cabine. Donc là, c'est des équipements de protection de masque, mais là, c'est pareil. Il y a des délais, un masque utilisé, en fait, normalement, il faudrait l'enfermer dans une boîte hermétique ou dans un sac hermétique pour qu'il garde son action de prévention. Et là, sur le papier, on le dit, dans les informations pour passer le certificat, on nous le dit, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas possible, on n'a souvent pas le temps et on n'est pas équipé en fait pour respecter au mieux toutes ces informations, en fait tout ce qu'il faudrait faire pour se protéger. Dès qu'on voit des gens revêtir des équipements de protection, intuitivement, on va penser que les gens sont protégés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vêtements de protection ne protègent jamais totalement des pesticides. Déjà, dans les modèles d'autorisation de mise sur le marché des pesticides, pour les pesticides les plus dangereux, cette autorisation n'est délivrée que s'il y a un port d'équipement de protection. Ça, c'est un premier principe. Donc les équipements de protection sont, font partie de la pierre angulaire de la mise sur le marché de produits dangereux. Ça, c'est le premier niveau. Et dans ces modèles d'autorisation de mise sur le marché, il est prévu, dès le départ, que ces équipements ne soient pas efficaces à 100%. Et on part du principe qu'ils sont efficaces entre 85% et 90% dans les modèles.
Et ce que nous, on a montré à partir d'études de terrain au niveau de Pestexpo, c'est que ces vêtements vont avoir un premier niveau de protection, mais très vite, selon le type de pesticides, les pesticides vont passer au travers de ces vêtements de protection. Un masque comme ça, il ne faut pas le garder non plus très longtemps, surtout quand il fait un peu chaud, parce que bon, voilà, le temps de préparer son produit, ça bouillit dans le pulvérisateur. Bon, généralement, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'on met pour faire sa préparation. Ça fait un peu cosmonaute, on va dire. Mais bon, du moins, comme ça, on se sent un peu plus en sécurité. On peut être en contact au moment où on verse le produit dans l'incorporateur du pulvérisateur. C'est à ce moment-là que c'est le plus délicat. Il faut faire attention à ne pas en renverser sur soi. C'est pour ça que les EPI sont quand même là pour éviter de s'en mettre sur soi. C'est juste un tablier, voilà. Bon, après, normalement, on n'est pas censé s'en mettre dans le dos. Après, il existe des combinaisons intégrales. Ce qui est plus difficile à enfiler, c'est un peu plus compliqué. Les équipements de protection peuvent protéger, mais dépendant des pesticides, ils ne vont pas protéger dans la durée. Ce qui fait que ces vêtements-là sont conçus comme être des vêtements jetables, pas réutilisables. Et la question qui va se poser pour éviter ou limiter, en tous les cas, la contamination, c'est au bout de combien de temps je vais jeter ma combinaison. Et ce qu'on retrouve très souvent, y compris chez les agriculteurs qui font l'effort de se protéger, avec des combinaisons alors de type 4 comme ici ou de type 3, c'est une combinaison qu'ils vont utiliser toute l'année. Et là, très clairement, ce que nos résultats montrent, c'est qu'il y a une migration au travers du vêtement qui va s'accumuler à l'intérieur. Dans les études qu'on a menées sur le terrain, où on a mesuré les expositions des agriculteurs en conditions réelles d'utilisation des pesticides, on s'est aperçu qu'il y avait un gradient entre ceux qui portaient des équipements de protection et ceux qui n'en portaient pas, ceux qui avaient une cabine et ceux qui n'en avaient pas. Mais on a aussi mis en évidence qu'il y avait d'autres facteurs très importants, parfois même plus importants que les équipements de protection individuels, comme le type de matériel utilisé, comme les pratiques qui sont mises en œuvre. Et donc, c'est un ensemble de facteurs et il ne serait pas légitime de tout reporter sur les équipements de protection individuels. Donc, les autres facteurs qui peuvent être liés à la contamination sont principalement liés au type de matériel. Par exemple, on a pu mettre en évidence qu'une cuve portée est plus contaminante qu'une cuve traînée. C'est un exemple en viticulture. On sait aussi que la largeur des rangs peut être un facteur important, que la hauteur des cultures peut l'être également. On sait aussi qu'au moment de la préparation des bouillies, la manière dont cela est réalisé peut entraîner des contaminations plus ou moins importantes. On a aussi souvent oublié le nettoyage du matériel qui lui-même peut être contaminant. L'image qu'on en a a priori, c'est qu'on manipule beaucoup d'eau, donc peut-être il n'y a pas une réelle contamination puisqu'on lave, mais en pratique, il faut se pencher sur la cuve, il faut avoir un contact avec le matériel, il faut être très minutieux dans cette tâche et on finit par se contaminer aux surfaces qui ont été exposées pendant le traitement. Je pense que quand on commence à travailler dans quelques domaines qu'ils soient, hein, pas que la vigne, on est souvent soumis un peu à la pression, on a envie de bien faire, on a envie d'être au mieux, de montrer à notre employeur qu'on a envie d'aller travailler pour justement que ça se passe bien. Et je pense que là, la marge de manœuvre, on se la réduit nous-mêmes. Parce qu'on craint d'être celui qui va un peu casser les pieds, qui va dire oui mais non, il faut se protéger. Et c'est triste à dire, mais c'est quelque chose souvent qui est négligé par tout le monde. Quand on nous informe sur le certificat, que moi j'ai passé très tard, parce que c'était la réglementation qui avait évolué, hein, je ne l'ai pas passé au début, hein,
on nous dit, c'est super, moi je valide 100%, le certificat nous dit voilà les conséquences, il faut faire attention et tout. Mais il faudrait qu'ils viennent sur le terrain après, qu'ils vérifient déjà, ou qu'ils orientent, ou qu'ils expliquent, ben voilà, là, c'est moyen, là, ce que vous faites, vous voudrez mieux ça ou quoi. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Moi, je vais tout vous dire, hein, je connais des personnes qui vont passer le certificat parce qu'il faut l'avoir, c'est tout, mais qui, à côté, ben, ils font leur sauce, hein, ils font... Et puis, s'il y a un jeune qui passe dans le coin, qui veut un peu bosser, et qui, bon, il n'est pas forcément informé, ben, il va faire ce qu'on lui dit. C'est tout. Pour les industriels, si à un moment donné on dit que les équipements de protection ne protègent pas ou ne protègent pas suffisamment des produits dangereux, ça veut dire que derrière, il faut retirer les autorisations de mise sur le marché. Donc les industriels n'ont pas forcément intérêt, effectivement, à ce que ces questions soient débattues. On sait qu'on a un certain nombre de produits, mutagènes par exemple, qui, à très faible dose, vont avoir des effets. Et donc ça veut dire qu'on est sur un autre paradigme là, en termes de santé, on n'est pas sur les doses fortes. Il y a d'autres questions aussi qui se posent. Les industriels commencent à utiliser des nanoparticules dans les pesticides qu'ils fabriquent. Alors il peut y avoir deux fonctions. Il peut y avoir une fonction de transfert, c'est-à-dire c'est une nanoparticule qui va être chargée de pesticides et qui va pénétrer plus facilement dans la plante, et donc ça peut être une nanoparticule inerte, entre guillemets, ou des pesticides contenant des nanoparticules. Et là, sur les questions de dangerosité, si ça pénètre plus vite dans la plante, ça pénètre forcément plus vite dans le corps. Okay ? Et ce type d'équipement, qui est déjà à la peine sur des pesticides, je dirais, traditionnels, il va être encore plus fragilisé avec des particules qui ont un pouvoir de pénétration beaucoup plus important. On a 60-70 ans d'utilisation des pesticides, et les données dont je vous parle, elles sont solides depuis 2013. Enfin, c'est ridicule, quoi. Donc voilà, ce sont ces messages qu'on fait passer. Parce que les médecins peuvent avoir le sentiment confus que on ne sait pas grand-chose sur les pesticides. Mais non, on sait plein de choses. Mais on le sait avec retard. C'est-à-dire que c'est 60 ans après qu'on vous amène les preuves. Je pense qu'il y a un certain nombre de gros produits très dangereux qu'on utilise moins ou plus aujourd'hui, hein, et que, évidemment, on fait des progrès. Mais le problème, c'est que les progrès de la régulation ne sont pas assez rapides par rapport au progrès de l'innovation industrielle ou des informations qui sont données par les industriels. Donc on a toujours un train de retard. Et il faut comprendre qu'en fait, que ce soit sur les pesticides ou sur d'autres produits chimiques qui sont vendus dans le milieu industriel, la stratégie des industriels, ce n'est pas d'éviter que ces produits soient interdits, c'est qu'ils soient interdits le plus tard possible pour pouvoir avoir une plage de vente qui leur permet des retours sur investissement massifs. Donc, en fait, si vous lisez l'histoire des régulations, et que j'en fais une schématisation très abusive, mais qui est quand même pas complètement fausse, c'est une régulation qui est de plus en plus serrée, de plus en plus exigeante, mais qui quelque part est toujours jamais assez exigeante par rapport à la pluralité, à l'innovation, à ce qui circule dans notre environnement. Et donc, on ne peut pas se dire aujourd'hui, quand on est agriculteur, c'est bon, ça y est, on a pris en compte la toxicité de tous les produits, il n'y a plus de risque aujourd'hui, on sait. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas complètement. On peut penser que c'est mieux qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans, c'est vrai, mais on ne peut pas complètement dire qu'il n'y a plus aucun risque, et ne serait-ce que parce que les régulateurs des pesticides continuent à utiliser des modèles qui sont assez éloignés de la réalité du travail agricole et de la réalité de ce que c'est que de travailler dans un champ, de mettre des gants, de ne pas mettre des gants, de sortir de son camion, d'avoir des accidents, des chaleurs qui ne sont pas prévues, des aspergeages, enfin voilà. Ne serait-ce que ça, c'est pas bien pris en compte par les régulateurs. On ne nous a jamais dit qu'il fallait porter des gants autres que des... On avait des gants en tissu comme tout le monde, on avait des cottes, mais des cottes en tissu. Voilà, c'était tout, on manipulait, on faisait... Et bon, après, oui, c'était dangereux, de toute façon, on n'est pas fou. Hein. On sait ce qu'on manipule. Après, à ce point, non. De savoir qu'à ce point, ça pouvait être dangereux à ce point, non. On ne savait pas.
Moi, j'ai utilisé des produits qui aujourd'hui sont interdits, des produits qui étaient détournés de leur fonction. Par exemple, sur la pomme de terre, on a mis un antigerme. En fait, on s'est aperçu, moi, en faisant ma recherche dans mes produits en août 2020, on s'est aperçu que ce produit était un produit détourné de sa fonction première. Ce n'était pas un antigerme à la base, c'était un herbicide. On a mis des herbicides, donc ceux qui ont vendu ce produit, en fait, ils sont responsables. C'est eux qui sont responsables de mon malaise aujourd'hui, de ma maladie. J'ai été empoisonné en fait par ces gens-là. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas sûr que vous l'ayez, mais quand ça tombe sur quelqu'un, ben malheureusement, ça tombe dessus. Et des fois, ça tombe sur des enfants, sur des jeunes. Puisque moi, j'en connais ici dans le coin où ils ont eu des jeunes, parce qu'on a tous œuvré de la même façon. Avec les enfants qu'on a amenés à la viticulture, le week-end, il fallait aider pour qu'après, on puisse prendre une semaine de vacances. Et bien, il y a des cancers de la prostate, il y a des cancers des testicules, il y a plein de choses comme ça et c'est pas anodin. Surtout sur un territoire de 3-4 communes où on en connaît énormément.